Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Madame Penda Mbow. Madame Penda Mbow, on ne la présente plus aux Sénégalais, c'est une historienne de renommée internationale. Elle a fait les plus grandes universités du monde et elle participe à parler de l'Afrique, du Sénégal et surtout de parler de l'histoire qui nous lie. Mais aujourd'hui, on va parler d'une personne extraordinaire qui vient de nous quitter. Il s'appelait Ahmadou Makhtar Mbow, 103 ans, l'un des plus grands monuments de l'Afrique et du monde. Ahmadou Makhtar Mbow a fait énormément de choses pour l'Afrique. Il a surtout, lui, s'occupé de l'humain. Ahmadou Makhtar Mbow était tous les combats pour l'éducation, pour la culture. Un homme qui a rendu à l'Afrique sa fierté et qui a été de tous les combats pour l'Afrique et pour l'humanité. Madame Penda Mbow, Ahmadou Makhtar Mbow vient de nous quitter. Le monde lui rend hommage. Mais qui était Ahmadou Makhtar Mbow? Ahmadou Makhtar Mbow, Alassane, que Dieu l'accueille dans son paradis le plus élevé. Amin. Était un homme multidimensionnel, un universaliste, un homme de culture, un humaniste. Ahmadou Makhtar Mbow était un homme des premiers. Il a été, à mon avis, précurseur dans beaucoup de domaines. J'ai entendu le général Mansour Seck dire qu'il était le premier aviateur du Sénégal. En tout cas, il a été le premier à être mécanicien avion au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Il a fait ses études en France. Et Ahmadou Makhtar Mbow a été le premier Africain à occuper des fonctions sur le plan international en tant que directeur général de l'UNESCO. Et je dis toujours, l'UNESCO, on dirait qu'on l'avait créé à l'image d'Ahmadou Makhtar Mbow parce que c'était la splendeur de l'UNESCO. Ahmadou Makhtar Mbow est aussi un homme de rupture, un homme de dialogue qui s'est beaucoup investi. Parce que quand le Sénégal, un peu avant l'indépendance d'ailleurs, le Sénégal a eu cette indépendance un peu avant, il a d'abord dirigé l'éducation de base, aller dans les villages les plus reculés, créer une école à Darou Mokhti, aller en Haute-Casamance, partout, faire des enquêtes, intéresser les populations à l'éducation, ne serait-ce que l'éducation, pour améliorer leurs conditions de vie au quotidien. Je crois qu'Ahmadou Makhtar Mbow a fait tout cela. Il a été naturellement, vu son parcours, un homme de savoir, des savoirs endogènes, des savoirs universels. Il était exceptionnel. J'ai vu le monde dire qu'Ahmadou Makhtar Mbow, on le trouvait dans sa maison, entouré de ses livres. C'est vrai, s'il y a une richesse qu'il a eue dans sa vie, ce sont les livres, ce sont les œuvres d'art. C'est un homme de culture à tout point de vue. Il a été ministre de la Culture, il a été ministre de la Jeunesse. C'est quand même quelqu'un, avec ceux de sa génération, et particulièrement lui, il a contribué à la construction de nos jeunes États fragiles, sans rien, avec beaucoup de difficultés. Mais l'enthousiasme, l'engagement, c'était un militant politique. Je dis toujours premier, il a été fondateur, membre fondateur de la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Il a, à partir de là, il était un grand militant, on le verra, il a été dans le parti, le PRA Sénégal, donc avec Assane Seck, mais aussi Abdoulaye Ly. Ce sont ses compagnons de lutte. Ils ont été avec Senghor, ils se sont retrouvés avec lui. Et jusqu'en 1968, au moment de la grève, où il était ministre de l'Éducation, il a quitté pour se retrouver à la culture. Jusque dans les années 70-74, il a été ministre du Sénégal. Voilà, avant d'aller faire sa carrière sur le plan international. Oui, les gens disent qu'Ahmadou Makhtar Mbow insistait beaucoup sur son côté rural, qui était venu du monde rural, qu'il avait une pensée profonde pour ses populations. Justement, je viens de sortir d'une rencontre, ce sont les gens de son village d'Ngaï, Ndialakhar, qui ont fait une grande délégation pour venir présenter leurs condoléances, les gens du village. Et Ahmadou Makhtar Mbow était un homme enraciné dans son terroir et il a eu à interagir et à échanger avec les gens des villages. Et je crois que c'est cet enracinement qui lui a donné les forces possibles
est nécessaire pour faire face à tous les aléas du monde. Amadou Mahtar Mbow a perdu sa mère, il était très jeune. Il a été entouré et éduqué par son père, ses oncles, sa famille, et sa famille large de Ngaye, parce que ce sont ses parents, et il a même construit là-bas une mosquée, la mosquée de Ngaye, c'est Amadou Mahtar Mbow, et il travaille énormément, il les reçoit, il les écoute. Je crois que c'est cet enrichissement et sa ruralité qui l'a beaucoup aidé à supporter et à porter en lui le monde moderne et l'universel. Aujourd'hui, si on rejette un regard sur la société sénégalaise, c'est justement cet aspect qu'on semble avoir perdu. Cette famille élargie, qui éduquait, cette famille qui s'occupait des enfants, qui en faisait des hommes, qui deviennent des grands à travers le monde. On a l'impression qu'on joue l'éducation et elle est complémentaire. Je crois que ce qui se passe, c'est que nous avons connu une urbanisation accélérée. Et tout le monde se retrouve en ville. Et quand Senghor parlait de l'exode rural dans les années 60, 70, surtout avec la crise de la sécheresse dans les années 70, tout le monde disait à Senghor, lui-même il était très paysan, mais il parlait de l'exode rural et on a assisté à une ruralisation de l'espace urbain. C'est-à-dire, les gens ont perdu le repère dans cette ville qui devient une ville anonyme, où parfois on arrive à se reconstituer son village à travers, au début c'était ça, mais au fur et à mesure qu'on avance, il y a une dislocation, si vous voulez, de la famille large. Même nous, en milieu urbain, étant très jeunes, on était élevés pratiquement par les voisins, par tout le monde. C'est-à-dire l'enfant n'était pas l'enfant seulement de ses parents, mais c'était l'enfant de tout le monde. Tout le monde l'éduquait. Je crois que ce genre d'éducation, nous l'avons perdu. Même les Dara qui avaient, n'oublions pas, Amadou Mahtar Mbow, lui-même, il a été talibé. Oui. Il a été au Dara de Louga. Il a fait la même école coranique, j'ai appris tout récemment, que le père de Mansour Sy Djamil, Seydi Djamil à Louga. Donc, c'est un talibé, il faisait exactement ce que font les petits talibés, c'est-à-dire aller de maison en maison, et ça formait l'homme, ça forgeait l'homme. C'est différent aujourd'hui de ce que nous vivons. C'est-à-dire, nous sommes sortis d'un monde sans être préparés à l'autre. C'est-à-dire ce que j'appelle les contentieux que nous avons avec l'histoire. Nous n'avons pas transformé véritablement notre monde, et nous ne sommes pas entrés dans la modernité en tant que telle. C'est-à-dire les valeurs qui étaient ancrées en lui et qui lui donnaient cette force morale, ces valeurs, on ne les retrouve plus chez les jeunes générations. Mais justement, cette dimension, il la voyait déjà quand il était à l'UNESCO en proposant le MONUC, le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication, pour que l'Afrique, les autres pays apportent quelque chose au monde. Il voyait déjà cette évolution arriver. Et il a été combattu justement parce qu'il voulait que la culture africaine, la culture mondiale, les autres endogènes, soient prises en compte. Oui, parce que tout simplement, il pense que toutes les cultures sont d'égale dignité. Qu'on ne pouvait pas, que l'hégémonie de l'Occident ne pouvait pas continuer ainsi, sans nous permettre, nous, à partir de nos propres identités, et de la diversité culturelle, de nos langues, de notre culture, de nos savoirs endogènes, justement, on ne pouvait pas continuer à vivre avec les yeux rivés sur le développement de l'Occident, alors que les conditions ne sont plus les mêmes. Et il avait compris que le nouvel ordre mondial, justement, tel qu'il existait, était un élément, un instrument de domination et d'hégémonie. C'est-à-dire, quand on sort l'Occident, à une période donnée de la traite négrière, qui avait permis le développement et l'accumulation des richesses en Occident, nous sommes entrés aussitôt après dans le système colonial qui est devenu une autre forme, si vous voulez, de domination de l'Occident sur les autres peuples. On dit, nous allons vers la décolonisation qui jusque-là continue, mais qui est irréversible. Ils ont trouvé d'autres mécanismes et d'autres moyens pour continuer à dominer le monde et exercer leur hégémonie sur le reste du monde. Il avait compris, c'est-à-dire, il avait compris très tôt que quand est-ce qu'on va sortir à travers notre approche de la domination de l'Occident. Toutes les formes de domination de l'Occident. C'est pourquoi, à côté du nomique, il préconisait le retour des biens culturels. Ce qui se passe aujourd'hui, on retourne à l'Afrique. Quelques-uns de ces biens culturels, Amadou Mahtar Mbow l'avait déjà pensé, le retour. Et c'est lui qui était à l'origine de cette vision du patrimoine qui consiste à
faire de certains éléments des éléments du patrimoine mondial de l'humanité. C'est-à-dire, l'apport, il voulait montrer à travers le patrimoine que l'apport de l'humanité, l'apport des autres peuples est tellement vrai que même dans vos musées, ce sont les vestiges des autres peuples qu'on trouve. C'est-à-dire, on ne pouvait pas nier l'existence de ces identités. On avait beau parler d'universel, mais le rendez-vous du savoir, du donner et du recevoir, selon les concepts senghoriens, on le retrouvait partout. C'est-à-dire l'Africain n'est pas venu les mains vides. Même en étant esclave, l'Africain est parti avec son savoir endogène, sa culture, etc. Dans la colonisation, ils nous ont beaucoup pris. D'ailleurs, le renouveau, on le voit beaucoup avec les grands artistes contemporains comme Picasso et d'autres. Ils ont découvert la culture africaine et c'est à partir de cette culture africaine qu'il y a une création, une créativité renouvelée de l'art dans le monde occidental. Je crois qu'il y a tout ça. Amadou Mahtar Mbow a été conscient et c'est comme s'il était porté véritablement par le destin pour non seulement poser ses problèmes, mais essayer d'inverser la situation. Il nous quitte au moment où aujourd'hui, l'Internet continue à être une forme de domination formidable par l'Occident, la digitalisation de la société. On parle même maintenant de l'intelligence artificielle. Absolument. Ça, je crois qu'il avait très bien vu, c'était un visionnaire. Tout le monde savait les inforoutes, les autoroutes de l'information. C'est-à-dire, il pensait que l'information ne devait pas venir seulement d'un bord, c'est-à-dire, nous allons continuer à être dominés. Moi, je dis toujours, les Américains contrôlent deux choses. La circulation des idées, la circulation des capitaux, et c'est extraordinaire ce qu'ils font avec l'informatique et ce qu'ils font avec l'Internet. Alors, aujourd'hui, tout le problème est que qu'est-ce que nous apportons à partir de l'Afrique, de nous-mêmes, au reste du monde? Le rendez-vous du donner. Du recevoir, certes, mais aussi du donner. Les Africains ont apporté. Et si nous voulons arrêter cette domination qui fait de l'Afrique un continent à la remorque des autres continents, nous devons d'abord commencer par maîtriser les savoirs et à contrôler ce que font les Chinois. Moi, je suis impressionnée par les Chinois. Ils ont compris très tôt qu'ils n'avaient pas toute la force et le savoir et la technologie. Ils ont commencé à proposer des joint ventures à l'Occident, qui étaient très pressés d'y aller, les Allemands, les Français, tout le monde. Et une fois qu'ils maîtrisent la technologie et le savoir, ils nationalisent tout, ils se débarrassent des Occidentaux. C'est comme ça que la Chine a fait. Est-ce que justement l'Afrique a compris ce message d'Amadou Mahtar Mbow? Si on regarde aujourd'hui que les ministères de la culture, de la communication, de la culture et de l'éducation ne sont pas érigés en des ministères de souveraineté, qu'on voit que l'éducation et la culture sont délaissés, on ne voit que le côté folklorique de la culture, on ne voit pas tout ce qui est derrière, les enjeux qui sont derrière. Est-ce que le gouvernement a compris? Ça a commencé avec Wade. Wade avait très bien compris les enjeux, mais son problème était, puisqu'il ne pouvait pas faire mieux que Senghor, sinon autant que Senghor dans le domaine de la culture, il s'en déchargeait. D'ailleurs, c'est sa femme qui s'y intéressait le plus, malheureusement. Et quand Macky Sall est venu aussi, les choses ne se sont pas tellement améliorées, mais il n'avait pas démantelé véritablement la culture. Il a laissé le ministère en tant que tel, mais disons, on ne voyait pas la dimension intellectuelle exceptionnelle. Et j'ai l'habitude de dire que la culture, c'est l'aura du Sénégal. Oui. Sans la culture, si aujourd'hui, c'est l'aura qui a précédé la diplomatie sénégalaise. Et la diplomatie sénégalaise a été un peu à la remorque de la culture. Et Senghor l'avait très bien compris et ça a contribué au rayonnement du Sénégal. Aujourd'hui, peut-être on pense que la culture n'est pas une priorité et c'est dommage, c'est vraiment dommage. J'ai eu à le souligner à plusieurs reprises, il faudra redonner à la culture toute sa splendeur parce que le Sénégal, sans la culture, n'est rien. Ce que j'avais le plus regretté quand j'ai été nommé ministre de la Culture, j'avais dit, c'était dommage qu'on n'ait pas laissé le Festival mondial des arts nègres continuer au Sénégal parce que ça nous aurait donné une manifestation et aurait servi de lien et de pont avec toute la diaspora. Et c'était ça, et le musée des civilisations. Tout ça, j'avais ressuscité. Et je crois que Wade a eu l'intelligence quand même de prendre quelques idées pour les matérialiser. Mais le constat qu'on fait, si on regarde bien, Mme Penda Mbow, même nos manuels scolaires, quand on parle de culture, on parle d'éducation, mais ce qu'on enseigne à nos enfants,
mais c'est la culture des autres. C'est Faidherbe encore, c'est Alchinard. On ne met pas nos pères fondateurs au cœur de Alassane, je me dis que presque 5 siècles de relations avec l'Occident, on ne peut pas l'effacer du jour au lendemain. Mais ça suffit. Attends. Mais le problème est que on ne peut pas aussi, parce que ça aussi c'est un autre problème du Sénégal, nous avons tendance à limiter notre identité à dans une seule direction, c'est-à-dire vers la direction religieuse. Or, ce qu'il nous faut, nous devons marcher sur tous nos pieds, sur nos deux pieds. Nous avons la culture religieuse et nos hommes de religion qui sont des hommes exceptionnels à tout vent. Je reviens du Caire et on m'a beaucoup parlé, par exemple, de Cheikh Ibrahima Niass. Oui. Et ce sont des références, nos hommes religieux. Mais nous avons aussi des intellectuels et des hommes de culture de la trempe d'Amadou Mahtar Mbow. Oui. On a Amadou Mahtar Mbow, on a beaucoup parlé de Cheikh Anta, de Senghor, etc. Et il y en a d'autres beaucoup plus jeunes, des gens comme Pathé Diagne. Oui. Et c'était un moment, c'est ce que j'appelle par exemple la période, les années 70 jusqu'à 80, c'était la période où on organisait des colloques d'État sur l'État africain. Sur le grand colloque organisé sur l'État africain avec présence africaine, on voit les Ibou Diaïté, les Traoré, tout ce monde-là. C'est-à-dire que nous devons renouer avec la pensée intellectuelle qui a toujours caractérisé le Sénégal. C'est pas par hasard que le Sénégal ait été à l'origine avec Alioune Diop, le grand Alioune Diop, à l'origine de présence africaine. D'ailleurs, je les appelle la génération de présence africaine. Mais pourquoi nos enfants, on ne apprend pas cela à l'école? Pourquoi dans les curricula de nos enfants, dès le bas âge, ils ne connaissent pas nos intellectuels? Moi, je pense que non seulement on doit apprendre, mais on doit renouer avec les grandes conférences dans les lycées. Moi, j'ai voulu faire de l'histoire depuis la classe de 5e. Mais déjà, en seconde, on nous avait amené Baba Kaké pour faire des conférences sur les Anzinga, la reine du... Et on était émerveillés. Et déjà très jeune, je le dis toujours, ici, là où il y a le mausolée Thierno Seydou, il y avait la maison des jeunes, où on allait voir beaucoup de représentations théâtrales. C'est-à-dire, il faut renouer avec la pratique de la culture dans l'école. Les semaines de l'école, les semaines de l'Almé. C'était des moments d'expression culturelle extraordinaires. On poussait les jeunes. Dans la classe, on jouait des pièces de théâtre. On allait au théâtre, il y avait les matinées scolaires. Borom Sarek de Semben Ousmane, c'est au cours d'une semaine de l'école qu'on l'a vu avec, au cinéma ici Rex, de Colobane, avec Semben. Et puis il faut qu'on renoue avec ces gens, qu'on les envoie dans les écoles, donner des conférences aux enfants, les intéresser. Je suis persuadée que si on le fait, on va renouer avec cette belle période. Nous, on nous a amené voir systématiquement toutes les expositions d'œuvres d'art ici. Je dis, au Festival mondial des arts nègres en 66, les élèves étaient les premiers à avoir vu comment on appelle ça, l'ensemble lyrique traditionnel, mais aussi le tableau de Picasso, Guernica, fixé au musée dynamique. Je vois encore le tableau. C'est-à-dire, il faut, et à chaque fois qu'il y avait une exposition, on amenait les jeunes élèves que nous étions, on marchait le long de l'avenue Blaise Diagne pour aller visiter les expositions. Nous devons intéresser. Par exemple, quand il y a la biennale, il faut absolument que cette biennale se transfère aussi dans les écoles, dans les lycées. Nos hommes de culture, il y en a quelques-uns qu'on connaît à travers des gens comme Bachir Diagne, qui est présent dans les médias, les Mamadou Diouf, les Mamou, mais plus, quand cette génération prendra véritablement sa retraite, on n'aura plus presque Mais le plus constat personne. qu'on fait, c'est que Dakar n'a plus de rendez-vous culturel d'envergure. Ah, c'est Il n'y en ça. a pratiquement plus. Il n'y en a plus. C'est-à-dire, ces dernières années, on a été quand même happés par la politique. Nous devons rapidement régler les questions politiques et travailler véritablement sur le socle de notre culture. Justement, qu'est-ce que la nouvelle administration doit faire du Sénégal aujourd'hui sur ce plan bien précis? Parce qu'on a vu que la politique a quand même fracassé un peu les relations au Sénégal. Notre vivre ensemble est malmené. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous pensez que le vivre ensemble, on va le construire ou le reconstruire sans la culture? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut Et faire? la culture, ce ne sont pas seulement les pièces de théâtre qui passent dans les télévisions ou les TikTok, etc. La culture, c'est vraiment le grand plaisir d'écouter les hommes de Favoire,
les hommes de culture, les hommes de conscience. Moi, je me dis, on ne peut pas tout le temps être là en disant que... Et puis, il faut, à mon avis, créer des prix. Il faut renouer avec les prix, l'excellence. Il faut renouer avec les méthodes. Je crois que ceux qui sont là, une fois qu'ils auront peut-être terminé les questions politiques, ils vont peut-être aller vers. Il faudra, c'est nécessaire, c'est devenu une nécessité. Vous pensez que la question de l'immigration clandestine, on va la régler si on ne retourne pas vers ce que Cheikh Ndaw appelait le fait de galvaniser la jeunesse, de leur donner des outils, de l'espoir. On ne peut pas tout le temps aller se jeter dans l'eau, être fracassé. Moi, je suis persuadée que si Sembène Ousmane était encore à vie, il aurait... Moussa Touré l'a fait un grand film sur l'immigration clandestine. Avec la pirogue. Hein? Avec la pirogue. Et ce sont mes jeunes du mouvement citoyen, justement, qui ont joué dans la pirogue. Le groupe TikTok. Donc, nous devons renouer avec cela. C'est-à-dire... Et puis ne plus nous ancrer seulement sur le bien matériel. Et ça, c'était une des forces d'Amadou Mahtar Mbow. Oui. Un grand homme qui n'a jamais fait des biens matériels véritablement la priorité. Il faut quelque chose pour vivre. Et ça revient à la question principale qu'on avait posée, la famille. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, l'éducation qu'on donne dans nos familles aujourd'hui à nos enfants, où l'argent est mis en avant, l'avoir est mis en avant, où les valeurs... tournent autour de l'argent, ne font pas qu'aujourd'hui que la famille sénégalaise est malade. Alassane, dans ce pays, tout est corrompu. Tout est, à mon avis, devenu quelque chose de vénal. De mercantile. De mercantile, vénal. Même les cérémonies religieuses sont transformées. Tout le monde. Et puis moi, Alassane, il y a quelque chose qui me... À chaque fois que je vois, par exemple, dans nos cérémonies religieuses, je vois de grandes dames. C'est vrai, il faut une culture, à mon avis, du bien, une culture du beau, une culture... Mais à quoi ça sert de montrer des repas, des trucs, etc. sur Internet, certaines toiles? Non, c'est-à-dire, ça ne fait que créer les envies et pousser les gens à aller vers ce qu'ils ne peuvent pas avoir, les moyens dont ils ne disposent pas. Je crois que nous devons recentrer vers l'essentiel. Nous devons nous recentrer vers l'essentiel. Et c'est un pays, malheureusement, où le folklore prend le pas sur tout le reste, sur toutes les autres formes de valeurs. Est-ce que pour sauver le Sénégal, il faut faire un travail fondamental sur la famille? Ah oui, absolument. Le travail sur la famille. Et quand je vois, par exemple, depuis plusieurs années, quand on voit le concours général, les reportages qui sont faits sur les meilleurs élèves du Sénégal. En général, d'abord, surtout les filles, elles viennent du monde rural, c'est-à-dire dans un espace pas trop pollué par les considérations et les besoins actuels. Ou bien, ce sont des enfants en milieu urbain qui sont issus de couples très stables, avec des classes moyennes. Le père, la mère sont des enseignants, en tout cas des travailleurs qui ont la possibilité de suivre leurs enfants. Ça veut dire que c'est ce modèle, à mon avis, de Sénégalais moyens, capables de se recentrer sur une famille, qu'il faut absolument promouvoir. On ne peut pas se retrouver avec un père souvent absent, qui passe d'une maison à l'autre, qui passe d'un espace à l'autre. Quels que soient ses moyens, il n'arrive pas à surveiller ou à donner de l'affection. L'enfant a besoin d'affection, vous voyez, à donner de l'affection à ses propres enfants. Moi, c'est ce que je dis toujours. On peut avoir des parents, pas riches, démunis, pas totalement, mais qui vous rendent une telle affection que ça se répercute sur votre propre avenir. Oui, parce qu'on a vu des pays se développer qui étaient pratiquement au même niveau que le Sénégal. On parle de la Corée du Sud. La Corée du Sud, l'enseignant, Singapour, ou le cœur de tout, où l'enseignant c'est la personne la mieux payée, la mieux respectée, la mieux choyée, qui faut qu'aujourd'hui que la Corée te produit Hyundai, te produit aujourd'hui des technologies. Est-ce qu'aujourd'hui justement on ne peut pas se développer. Oui. On ne peut pas construire une démocratie sans les classes moyennes. Ce sont les classes moyennes qui constituent le soubassement et la base de l'évolution d'une société. Vous savez, ce n'est pas par hasard que dans certains pays, ce sont ces classes moyennes qui portent la modernité. Et cette modernité, il faut qu'elle se reflète dans la famille et la structuration de la famille. Les Sénégalais
ne veut pas faire. Les Amadou Mahtar Mbow, ils ont fait des ruptures énormes dans leur vie familiale, leur vie au quotidien, leur rapport avec leurs enfants, etc., leurs femmes, leur famille, le respect, tous ces biens-là, ils avaient un respect extraordinaire pour leurs épouses, qui jouaient un rôle de premier plan, qui étaient elles étaient le moteur pratiquement de la famille. Et le mari qui allait, qui venait. Et c'est cette symbiose qu'on retrouve difficilement dans la famille sénégalaise actuelle. Je dis que nous sommes dans une famille schizophrène en général, où la mère continue à jouer le même rôle alors que le père est souvent absent. Ce n'est pas un système patrilinéaire, c'est un système matrilinéaire qui continue avec l'importance de l'oncle dans la famille, mais le père est absent et le père ne joue pas son rôle, il abandonne la famille et les enfants à la mère. La mère passe son petit travail au quotidien de vendeuse de cacahuètes, etc., où elle se lève très tôt le matin pour aller au marché, où elle est écailleuse au marché de poissons, etc. Ce sont ces femmes qui tiennent les familles. Mais est-ce qu'il faut un travail de responsabilisation des parents et des pères? Il faut un travail de responsabilisation des pères. Et puis, par exemple, moi, Alassane, il y a quelque chose que je ne comprends pas. On fait des enfants. Comme on fait des enfants, ensuite, on est pressé de se débarrasser de ces enfants. On l'envoie au Dara, chez le marabout, sans participer on se débarrasse très vite de son enfant. Et puis, vous voulez que cet enfant ait une bonne éducation, qu'il mange bien, on les voit dans les rues. Moi, je pense qu'il faut une véritable révolution en direction de la famille. Oui. Et que les gens acceptent de se faire violence eux-mêmes pour dire que j'ai une responsabilité. D'ailleurs, on le dit, les pères, vous êtes des responsables, et chaque responsable, et chacun est responsable de sa progéniture. Qu'on attend l'État, l'État dans son rôle de responsabilisation des parents, parce qu'il est trop facile d'avoir des enfants et de les laisser dans la rue, ils sont mineurs, ils font ce qu'ils veulent, et le père n'est pas responsable. Moi, je pense qu'il faut sanctionner les parents qui abandonnent la responsabilité. Moi, je dis que on veut tout mettre sur le dos de l'État. Et l'État ne peut pas tout faire. Une société aussi, il faut des éléments avancés de la société pour prendre en charge les changements. Parce qu'on peut pas, l'État ne peut pas être partout. Oui. Mais à quoi servent les élites? À quoi servent les intellectuels? À quoi servent, de mon point de vue, les classes moyennes? Ce sont ces gens qui doivent porter véritablement les changements. Est-ce qu'ils n'ont pas démissionné? Hein? Est-ce que la classe moyenne n'a pas démissionné dans ce pays? En tout cas, si on démissionne, on ne réglera pas le problème de tous ces enfants qui meurent dans la... C'est incroyable. On trouve une pirogue à la dérive comme ça, avec des cadavres. Et depuis 2005, je peux vous dire, déjà à l'époque, il y avait plus de 8000 morts dans l'Atlantique. On peut continuer comme ça. Mais on n'a pas entendu de fortes voix justement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. On a l'impression que ça se passe, c'est un fait divers qui est classifié. Des gens meurent comme ça dans les bateaux. On n'en parle pas assez. Non, parler ne suffit pas. Moi, je pense que pour des actes, il faut sortir dans la rue, faire des manifestations et des propositions fortes en direction des parents. On m'a parlé d'une dame. Je voulais d'ailleurs faire des enquêtes moi-même, aller sur le terrain faire des enquêtes. Une dame qui avait vendu ses vaches pour envoyer ses 2 enfants dans les pirogues. Et quand elle a su qu'ils sont tous morts dans l'immigration, elle-même, elle est allée se jeter dans le puits. Ouais. Mais ce sont des choses, il faut les documenter. Le général Seck a fait tout récemment des propositions, il faut les documenter. Il faut faire aller par nous dans le mouvement citoyen. On appelait les jeunes, on leur disait, mais pourquoi vous faites ça? Et il y avait dans les témoignages quelque chose qui m'avait beaucoup touché. Quelqu'un disait ici à Yarar que c'est normal parce que déjà dans les familles, il y a la crise du logement. Vous savez, un des gros problèmes en Algérie, lors de la grande crise avec la guerre civile, c'était la crise du logement. Et Albert Memmi en a beaucoup parlé. Et d'ailleurs, quand leur sœur divorçait pour l'entrer à la maison, il y avait une violence inouïe qui s'exerçait sur la sœur parce que les frères demandaient à la sœur qu'elle pouvait rester vraiment dans son ménage. Et c'est ça qui a fait naître le fils en Algérie. Absolument. Qui a alimenté le mouvement religieux là-bas. Et ici, pendant les enquêtes, il y a quelqu'un qui nous disait, nous sommes obligés de rester dans la cour de la maison ou dehors en train de faire le thé toute la nuit
pour permettre à nos sœurs de dormir dans la chambre et le matin, quand elles sortent, on va dormir. C'est-à-dire on dormait à tour de rôle dans la chambre. Et ce sont des situations exceptionnelles. C'est pourquoi, à mon avis, il faut prêter attention à tous ces phénomènes. Parce que le jour où il y aura plus, ils ne pourront plus partir, on va se retrouver avec d'autres formes de révolte et de réaction. Nous devons, il incombe certainement à l'État d'appliquer ce qu'on dit dans les textes, etc. Je dis toujours, dans l'histoire, quand on a créé les prisons au Moyen-Âge, le rôle de la prison, c'était quoi? Le cerf, il était attaché à la tête, ce qu'on dit attaché à la glèbe. Mais quand on trouvait quelqu'un d'un endroit à l'autre, ben, on le mettait en prison. On le mettait en prison pour délit de vagabondage. C'est vrai qu'on a dépassé tout ce stade. Mais il faudra trouver d'autres moyens coercitifs. Après, on va vous dire, oui, on n'a pas de travail, etc. On ne peut pas. C'est vrai que la crise du travail et la crise du chômage est là, mais tout ne doit pas s'expliquer par le manque de travail, par le manque de moyens. Nous devons nous recentrer sur nos possibilités et nos capacités. Alassane, je crois qu'il y avait un mouvement social très fort au Sénégal. Des syndicats, une société civile forte. Il y avait toute une réflexion, des intellectuels qui participaient. Et ils continuent à participer. Ils ont beaucoup travaillé entre 2021, il y a eu toute une production, etc. Mais aussi, il faut que la relève y participe. Les jeunes ont conquis le pouvoir aujourd'hui. Mais tout le monde ne peut pas être dans le pouvoir. Il faut que d'autres jeunes aussi s'organisent. Pas seulement pour apporter la réplique ou faire tomber les autres, mais pour qu'on construise ensemble notre pays et notre société. Merci infiniment, Madame Penda Mbow, d'avoir été avec nous sur ce plateau ITV à Question Directe pour parler d'Amadou Mahtar Mbow, mais dans le sillage de ce qu'il a fait dans le pays, aller en profondeur des mots qui gagneraient le Sénégal. Et surtout, quelles sont les solutions qu'il faut apporter pour s'en sortir. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.